Bonjour, voici le chapitre 9, Interactions et champs, le TP sur les interactions électriques. Suivi de la synthèse, les exercices, nous les ferons en classe. Prenez votre TP sur les interactions électriques et vérifiez les réponses. L'électrisation par frottement ou par contact, vous appuyez sur pause et vous regardez le schéma. Que se passe-t-il quand on frotte un bâton et qu'il se met à toucher le pendule ? Maintenant, vous appuyez de nouveau sur pause et vous comprenez ce déplacement de charge. Vous lisez bien comme il faut ce qu'il y a décrit. Voici maintenant l'électrisation par frottement. On prend un bâton, on le frotte, on en prend un autre, on le pose sur le tourniquet et l'on observe ce qui se passe, attraction ou répulsion. Vous avez le tableau avec les réponses, vous appuyez sur pause et vous complétez votre document s'il y a besoin. Faisons une conclusion. Peut-il n'exister qu'une sorte de charge électrique ? Eh oui, il ne peut exister qu'une sorte de charge électrique, car pour observer une attraction et une répulsion entre deux corps électrisés, il faut absolument qu'il existe deux types d'électricité. Un bâton de verre frotté avec de la laine est chargé positivement par convention. Ça a été imposé par des scientifiques. Maintenant, il faut en déduire les règles d'interaction entre les deux types de charges électriques. Deux corps qui portent des charges de même signe se repoussent, et évidemment, deux corps qui portent des charges de signes différents s'attirent. Passons maintenant à la deuxième partie du TP, la cartographie d'un champ électrique. Voici la machine de Wimshurst. On a une manivelle, il y a une courroie, il y a des bandes, des balais qui frottent, et on obtient des charges électriques qui vont se mettre en suivant les câbles, rouge d'un côté et noir de l'autre, qui vont se mettre sur les deux boules, et tout d'un coup, on va pouvoir avoir un arc électrique. Toujours grâce à la machine de Wimshurst, on va pouvoir cartographier un champ électrique. Vous constatez ici donc une boîte de pétri remplie d'huile, saupoudrée de graines, entourée de papier d'aluminium, et on a un clou aussi entouré de papier d'aluminium. Il va y avoir donc le clou qui va être chargé négativement et l'extrémité, donc le cercle de la boîte de pétri, positivement. Et nous obtenons ce qu'on appelle un champ radial. Maintenant, vous appuyez sur pause, car il faut le dessiner, si vous ne l'avez pas déjà fait. Maintenant, une autre manière de voir, c'est ce qu'on appelle un condensateur plan que vous verrez en spécialité physique. Deux plaques chargées grâce à la machine de Wimshurst, les petites graines, et regardez comment elles se répartissent. Elles sont toutes parallèles, regardez en haut à droite. C'est ce qu'on appelle des lignes de champ électriques. Voici maintenant la cage de Faraday. Donc imaginez un cylindre sous forme de grillage métallique. Donc là, imaginez qu'on puisse le charger, par exemple avec la machine de Wimshurst ou avec un générateur. On peut mettre des charges positives de partout. Nous avons à l'intérieur, alors moi j'ai dessiné un petit émoticône avec un socle isolant. Toutes les charges se répartissent sur ce cylindre en forme de grillage. Et du coup, si jamais la cage est touchée par un éclair, j'ai oublié le déterminant, les charges vont se répartir sur tout le grillage, mais du coup, ça va protéger l'émoticône. Donc une cage de Faraday, c'est une structure métallique qui protège des charges électriques, plus précisément ce qu'on va appeler un champ électrique dans ce chapitre, ou électromagnétique. Et vous avez comme exemple les salles d'IRM, scanners, et aussi le micro-ondes. Vous imaginez si quand vous utilisez le micro-ondes, vous prenez aussi toutes les charges. Voilà, maintenant vous comprenez mieux l'utilisation. L'avion aussi, vous êtes protégé. Et là donc je dessine petit à petit le grillage pour que vous compreniez bien que toutes les charges se répartissent autour. À l'intérieur, on est à l'abri. Voilà ce qu'il va falloir savoir faire et connaître. Connaître les trois types d'interactions ainsi qu'un ordre de grandeur, savoir calculer la valeur d'une force électrostatique, idem pour la valeur d'une force d'attraction gravitationnelle, et savoir représenter ces vecteurs. Passons maintenant à la synthèse du chapitre. Faisons un bref rappel sur les particules que nous trouvons dans un atome. Le neutron,
avec une masse de 1,67 10 puissance moins 27 kg. Si vous faites des calculs avec la radioactivité, après le 67, les chiffres seront différents du proton. Et la charge, c'est un neutron, donc il est neutre. Il n'y a pas trop le choix. En ce qui concerne le proton, si l'on ne met que 3 chiffres significatifs, il a la même masse que le neutron. C'est pour ça qu'on parle de la masse des nucléons. Mais évidemment, les chiffres sont différents après, comme je l'ai déjà précisé. Ensuite, la charge. Alors déjà, ça s'exprime en coulomb. Un C majuscule, parce que ça vient de monsieur Charles Coulomb. C'est un Français. Et cette charge, elle est positive. Le proton est positif. Il est dans le noyau avec le neutron. Donc plus 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. Passons maintenant à l'électron. Et on constate qu'il est beaucoup plus petit, donc beaucoup plus léger que le proton et le neutron, avec son 9,11 10 puissance moins 31 kg, et l'électron a là une charge opposée à celle du proton, et toujours en coulomb. Passons maintenant au petit 1. Donc là, il va falloir remplir la synthèse que vous avez sous les yeux. La cohésion de la matière et les 4 interactions fondamentales. Vous allez appuyer sur pause et vous allez prendre le temps de lire qu'est-ce que l'interaction gravitationnelle, l'interaction électromagnétique, l'interaction forte et l'interaction faible. L'interaction gravitationnelle, vous l'avez vu en seconde. Et vous savez très bien que c'est donc grand F et petit g pour interaction, donc force, interaction gravitationnelle, que A applique sur B, que la Terre applique sur la Lune et vice-versa, c'est grand G la constante de gravitation multipliée par la masse de A multipliée par la masse de B, le tout divisé par la distance AB au carré. Mais attention, il y a un piège. Et le piège viendra des unités, car la distance AB sera exprimée en mètres, et il ne faudra pas en plus oublier que c'est au carré. Donc si jamais on vous donne la distance Terre-Lune en kilomètres, il faudra convertir. Ensuite, maintenant, voyons les ordres de grandeur. Bon, l'interaction forte et l'interaction faible, ça se passe au niveau des noyaux, donc on est plus dans les réactions nucléaires. La plus forte, c'est la 1. N'oubliez pas que, c'est celle qu'on va nommer 1 au niveau ordre de grandeur, n'oubliez pas que dans le noyau, vous avez quoi? Des protons et des neutrons. Les protons sont positifs. Comment voulez-vous que, c'est tout petit le noyau, que des particules positives tiennent en interaction, agglutinées les unes contre les autres, alors qu'elles sont positives, plus et plus, ça se repousse. On vient de le voir dans les TP. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une interaction très forte qui soit responsable de la cohésion du noyau. Après, on aura l'interaction faible. Donc ça, c'est certaines des intégrations radioactives. Vous les avez vues alpha, bêta, gamma, là, en enseignement scientifique. Et après, vous allez avoir donc 10 puissance moins 2 pour l'interaction électromagnétique, donc la lumière, tout ce qui est force d'interaction électrostatique, qui seront dans notre chapitre. Vous voyez d'ailleurs la relation, c'est Fe qui est égal à K, une constante. Avec votre livre, on verra exactement à quoi elle correspond. QA, c'est une charge, donc c'est la charge. Par exemple, si vous avez frotté un bâton et que vous avez chargé le pendule avec, ça sera la charge électrique qu'il y a sur le pendule. Donc QA fois QB, évidemment, qui dit charge, dit coulomb. Et vous avez donc, toujours pareil, le célébrissime problème de la distance AB au carré. Parce que si c'est la distance entre deux ions, ça ne sera sûrement pas en mètres non plus. Vous aurez un préfixe. Et les forces, toujours en newton. Vous voyez que l'interaction gravitationnelle, comme c'est inversement proportionnel à la distance au carré, quand c'est pour les planètes, ça sera négligeable par rapport à l'interaction électrostatique par rapport aux autres. En ce qui concerne l'interaction forte et l'interaction faible, c'est totalement hors programme de connaître les relations. Et au niveau de l'interaction faible, l'ordre de grandeur sera dans les 10 puissance moins 3, 10 puissance moins 7. Là, je vous écris à quoi est égale la constante. Bon, qui dit constante dit que c'est un cadeau, c'est donné. Donc, ça sera dans l'énoncé. Voilà. Et j'ai mis USC, unité du système international, pour que dans les exercices, on puisse approfondir et retrouver la véritable unité. Voilà. Là, j'insiste pour bien que vous compreniez que les relations, là, c'est hors programme. C'est pas du tout de votre niveau. Voilà, et j'ai oublié d'écrire que c'était 10 puissance moins 3
et 10 puissance moins 7 pour l'ordre de grandeur de l'interaction faible. Passons maintenant à la notion de champ. Alors, ce n'est pas le champ agricole. Vous regardez la carte météo de Météo France pour les températures à gauche. On va appeler ça ce qu'on appelle un champ scalaire. La température, c'est la grandeur physique. Et le fait de marquer les chiffres, tout cet ensemble, ça va s'appeler donc un champ scalaire. Tandis qu'à droite, c'est la vitesse du vent. Ça pourrait être représenté par des vecteurs. Et du coup, on va parler de champ vectoriel. Faisons un petit exercice. Les grandeurs physiques. Essayez de voir quelles sont celles qui sont des grandeurs scalaires ou vectorielles. Donc vous appuyez sur pause, vous prenez un crayon et vous essayez de répartir dans un tableau celles à gauche qui sont scalaires et les autres vectorielles. Allez, je vais être sympa, je vais vous mettre la correction. Alors, vous avez juste, et oui, il n'y a que 3 grandeurs vectorielles. La force, puisque c'est F avec une flèche dessus, c'est un vecteur, le poids P, et la vitesse. Maintenant, vous allez appuyer sur pause et essayer de remplir tout seul cette partie et vous vérifierez après si tout est juste. Je pense que température et volume, vous pouvez aussi citer d'autres grandeurs, puisque la pression, on les a vues avant. Pour les grandeurs vectorielles, à votre avis, ça va être le vecteur vitesse, puisqu'on vient de voir le vent. N'oubliez pas la flèche au-dessus. Bon, pour tout ce qui est champ scalaire et vectoriel, donc un champ, c'est la représentation d'un ensemble de valeurs précises par une grandeur physique, scalaire ou vectorielle, en différents points de l'espace. Donc vous avez l'exemple de champ scalaire. Vous pensez à la carte météo, c'est ce qu'il y a de plus simple. Donc ça peut être un champ, donc le champ des températures ou la carte des températures pour la carte météo. Et après, vous vous doutez bien que pour les exemples de champs vectoriels, ça peut être donc la carte des vents, champ des températures, le champ des pressions aussi, vous savez, en hectopascal, comme ça on prépare le chapitre d'après. Donc, la carte des vents, parce qu'il y a la direction, le vent sud-sud-ouest, nous le vent du sud, nous c'est le vent de la pluie. Voilà. Et surtout, vous lisez bien la définition en bas de la page. Passons maintenant au grand 3, le champ électrostatique. Donc, vous avez la définition, vous appuierez sur pause, vous lisez tranquillement. Vous faites bien attention sur la feuille, quand j'ai mis F et E en gras, ça veut dire qu'il faut rajouter le petit vecteur au-dessus. Donc vous lisez bien, sans rien oublier. Les vecteurs E et F, donc la force électrostatique et le champ, ils ont la même direction. Mais par contre, le sens de la force dépend du signe de la charge Q. Maintenant, passons au champ de gravitation. Voici ce qu'il faut retenir au niveau relation. Donc vous faites attention dans le document à bien mettre les vecteurs sur FG et à rajouter, comme vous l'avez vu à l'écran, le petit u, c'est un vecteur unitaire. La norme, c'est 1. C'est très pratique. Vous savez que P est égal à M fois G. Donc petit g, c'est égal à P, donc le vecteur poids, divisé par M. Devinez à quoi correspond petit g et quelle est sa différence, s'il y en a une, avec le champ gravitationnel. Regardez par contre ici comment on le représente au niveau du vecteur. Donc tous les vecteurs force ou le champ électrique, gravitationnel, vont vers le centre de la planète, parce que c'est elle qui attire en son centre. Donc c'est pour ça qu'on parle d'un champ de pesanteur. Et maintenant, je vais répondre à la question que vous vous posez tous. Quel est le lien entre petit g, vecteur, et le champ de gravitation? Donc on réécrit tranquillement.
la force de l'interaction gravitationnelle de la Terre sur A, c'est égal à grand G, multiplié par m Terre, la masse de la Terre, c'est 5,98 10 puissance 24, multiplié par la masse de votre objet A, divisé par la distance entre les deux au carré. Mais en réalité, c'est bien MA multiplié par ce champ de gravitation. Or, vous savez que P est égal à mg. Donc, le poids, c'est égal à l'interaction gravitationnelle. Maintenant, passons à la représentation des lignes de champ. Donc, vous allez représenter les lignes de champ. On va mettre donc un point. Vous vous rappelez, c'est un peu l'expérience avec la machine de Wim-Scherst et le clou, le champ radial. Hein. Donc, vous imaginez le clou chargé positivement et l'extrémité donc de la boîte de pétri avec du papier alu chargé négativement. Et là, vous avez les petites graines qui vont s'orienter. Donc, on parle de champ radial, ça ressemble au rayon d'une roue de vélo. Hein. Voilà, donc vous mettez les moins. Vous pouvez après utiliser la règle pour tracer les vecteurs qui représentent, donc c'est les lignes de champ. Hein, et ça va représenter en gros donc le champ électrostatique. Voilà, donc c'est un trait, c'est des rayons. Hein. Vous faites bien attention au sens de la flèche, parce qu'il y a des conventions et on part du plus pour aller vers le moins. C'est une convention pour les lignes de champ électrostatiques. Vous ferez la même chose pour les lignes de champ électrostatiques, mais à ce moment-là, au milieu, on va avoir des moins, donc des charges négatives. Donc évidemment, le champ sera dans l'autre sens et les charges positives seront sur l'extérieur, sur le pourtour extérieur. Là, maintenant, on va mettre les plus. Je les mets en rose pour que vous les voyez mieux. Alors, vous vous rappelez, dans votre programme en première spécialité, on veut que vous sachiez donc dessiner un champ radial, parce que l'année prochaine, on va vous parler. Vous vous rappelez la deuxième expérience là, avec les plaques que je vous ai parlé d'un condensateur. Vous avez le condensateur au programme de spécialité physique et aussi l'étude du mouvement d'une particule dans un champ électrostatique. Maintenant, on va revoir les lignes de champ gravitationnelles pour pouvoir comparer. Donc là, vous savez qu'il n'y a pas une histoire de signe, c'est la masse. Donc cette quantité, donc toute cette masse, cette quantité de matière qui va donc attirer vers elle. Donc ça, c'est le champ gravitationnel. À ne pas confondre avec le centre de gravité de la planète, par exemple. Voilà. Et là, automatiquement, c'est vers l'intérieur. Et voilà, c'est fini. À bientôt.